essayer d'aller la chercher parce qu'il y a le buisson qui s'est collé dessus. Là. On va essayer de tirer. Ah, vous voyez? Là, on a une plante grasse. Voilà. On a un sébum avec des jolies feuilles grasses qui est assez intéressant. Celui-là, vous voyez la petite fleur qu'il fait? Alors, elle peut être rose très foncée et assez grosse. C'est un sédum qui s'appelle le sédum anacampséros. Il n'a pas de nom autre. Et en fait, c'est un sédum qu'on donnait autrefois aux prêtres. Et ben oui, c'est un peu comme le gros mur. Il est anaphrodisiaque. Et donc, on s'en servait comme anaphrodisiaque en cas de besoin. Alors, les femmes qui avaient des hommes qui partaient en expédition ou à la guerre pour des longs mois, alors on collait un peu quand même, par sécurité. Chérie, je t'ai préparé les sandwichs. Ah bah écoutez, hein, c'était les sorcières qui avaient la connaissance des plantes malheureusement pour vous. Alors en plus là elles sont séchées, alors on voit encore moins. Méfie-toi de ne pas tomber. Hein. Donc là on voit encore mieux que c'est pas pareil, hein. Mais on a bien des feuilles alternées, hein, d'accord, ouais. En alternance sur la tige, et bien sûr quand on ramasse la racine c'est maintenant. Hein. Alors après vous savez que depuis il y a quelques années en arrière on a su, on n'en préférait pas le savoir d'ailleurs, mais que l'homicide involontaire en France ne paye pas très cher si on est un peu célèbre. Faut vous arranger pour être un peu célèbre avant. Hein, c'est 2 ans maxi, parfois en ce moment, confiné pour confiner, hein. Confiné, nourri, chauffé, ça peut être pas trop désagréable. Parce que vous pouvez vous tromper hein, et avoir fait une liqueur de racine de vérâtre, parce qu'on en a besoin. Alors, on a vu que ça coûtait pas très cher. Alors juste au pied des vérâtres, on a une autre plante culinaire très connue, c'est ce qu'on appelle aussi la plante à pétard pour les enfants. Mais là en ce moment on ne pourra pas faire le pétard parce que c'est sec. Vous connaissez cette plante là, oui, qui est la famille des œillets, qui fait des fleurs blanches, qui s'appelle le silène. Oui, le silène enflé. Alors enflé c'est facile à reconnaître parce qu'elle est toute enflée. Et au niveau du calice, quand on a le calice comme ça, ben, il y avait une jolie fleur blanche qui ressemble à une fleur d'œillet qui maintenant est séchée. Et ben, c'est une plante comestible, on en mange les feuilles. Alors les feuilles, je vais vous en passer un peu. Bon là elles sont plus mangeables parce qu'elles vont être amères. Hein. Mais par contre l'odeur, tenez, faites-en passer un petit peu. Prenez-en ceux qui en ont au pied et sentez, ça sent la cosse de petits pois. Et en fait on le mange quand, au printemps souvent. Ah ben si, il y en a quelques-unes qui peuvent faire le pétard là. Voilà. Il y a des jeunes qui repoussent là, vous voyez. Et en fait on peut faire le pétard. Alors je vais essayer de faire un pétard mais j'arrive pas toujours. On bouche la fleur et on pète. Ça marche. Ça lui a plu. Tiens, dans la suite. J'ai vu les yeux étonnés. Ah ouais. Ça s'appelle comment, pétard? Alors ça s'appelle pas pétard, ça s'appelle le silène enflé. S-I-L-E-N-E, silène enflé, mieux connu sous le nom de plante à pétard par les gamins. Mais là elles sont beaucoup séchées. Et les feuilles, je ne sais pas si vous avez senti, la feuille ça sent le petit pois hein, quand on les manipule. Et quand elles sont très jeunes, et ben, ça rentre dans les salades, au même titre que les pissenlits, voilà. Les feuilles d'épilobe, les salades de printemps sont très diverses. Nathalie, toutes les silènes sont comestibles? Alors, toutes les silènes ne sont pas toxiques, on va dire dans l'autre sens. D'accord. Mais elles n'ont pas été mangées. En fait, n'ont été consommées que des plantes qui avaient un goût qui rappelait des légumes ou un intérêt nutritionnel et surtout des plantes qui poussaient en quantité importante. C'est pareil pour les primevères. La plupart des primevères ne sont pas mangées, on a mangé surtout le coucou. La primevère élevée, c'est qu'on appelle le coucou parce qu'elle a des grosses feuilles. Mais les autres, on les a un peu moins consommées. C'est juste une histoire de quantité et d'apport nutritif qui a fait qu'on s'est tourné vers certaines plantes plutôt que d'autres. Mais aujourd'hui, on sait qu'au niveau de la connaissance des plantes, on a 300 000 espèces réparties à peu près dans le monde qu'on a répertoriées, qu'on a classées. Et on n'en connaît que 1% au niveau des vertus alimentaires ou thérapeutiques. Et les 1% qu'on connaît, c'est ce qui a été utilisé autrefois dans l'histoire, qui a nourri l'humanité ou qui lui a permis de se soigner. Et dans ces plantes-là, on est allé chercher des vitamines, des minéraux, des principes actifs. On les a croisés pour en faire les légumes qu'on a aujourd'hui. Et les plantes thérapeutiques, on en a extrait les principes actifs pour faire des molécules de synthèse. Mais on n'a pas été chercher les autres végétaux. Donc libre à vous de brouter la pelouse et de voir si c'est bon et de les manger. Parce qu'en fait, dans la flore française, il y a très peu de plantes mortelles. Hein. Il y en a une vingtaine à tout casser. Hein. La plupart, elles ont une toxicité douce. C'est-à-dire qu'elles vont vous brasser les intestins, vous en avez un peu la diarrhée. Mais ça s'arrête là. Il y a très peu de plantes qui vous emmènent dans le cercueil rapidement. Donc quand on les a identifiées, après on peut s'amuser à tout brouter. Il faut juste se rappeler qu'on n'est pas un herbivore et qu'on n'a pas la capacité à dégrader la cellulose. L'homme est un omnivore.
Il a des enzymes, il a des bactéries capables de dégrader la viande, plus que de dégrader l'herbe. Parce qu'à l'origine, l'homme mangeait de la viande et des tubercules et des fruits. Et peu d'herbes en tant que telle. Donc on a un capital enzymatique qui est adapté à ça. On n'est pas une vache, voilà. Mais à partir de là, on pourrait manger d'autres feuilles de silène et voir si on en trouve une qui a un goût qui peut être sympa dans la cuisine. Pareil pour les primevères, on peut aller goûter d'autres feuilles de primevère et peut-être on en trouvera une qui est sympa. Mais celle qui a été retenue par l'homme et qui a traversé les histoires et les mémoires, c'est la primevère élevée, le fameux coucou. On n'a pas mangé les autres. Et pour la silène, c'est pareil, c'est la silène enflée avec son goût de petit pois qui a été retenue, mais les autres silènes n'ont pas de toxicité, elles pourraient être consommées. C'est pareil pour la gentiane, hein. On prend la racine de la gentiane jaune, mais on n'a jamais mangé les autres gentianes. Et pour autant, rien n'en empêche. Alors, je reprends le petit chemin. Voilà, c'est synonyme de Cécile. Et on a cette plante, on l'appelle, alors j'ai cherché ma bouteille d'eau, on l'appelle le baromètre. Et je vais l'embêter un peu. La carline à colle. Quand vous randonnez et que vous rencontrez des carlines, et qu'elles sont bien ouvertes comme ça, et puis qu'au bout d'un moment elles se ferment, donc vous pouvez commencer à accélérer parce qu'il va pleuvoir. Elles n'aiment pas l'eau. Et dès qu'il y a de l'humidité dans l'air, elles se ferment et on les appelle les baromètres. Donc là je vais en faire fermer une, je vais faire croire qu'il pleut, pour que vous puissiez voir comment ça se passe, parce que c'est une action mécanique très rapide qui va entraîner la fermeture. Alors c'est une astéracée, c'est-à-dire c'est partie de la famille des composés, les chardons. Hein. C'est un chardon, partie de la famille des composés, ce qui fait qu'on a des fleurs en ligule et puis des fleurs en tube au milieu. Elle a été longtemps consommée comme un artichaut. Le cœur se mange et c'est aussi des plantes qui sont symboliques du soleil. Il y en a des très grosses de carlines. Et donc les paysans avaient l'habitude de les récolter pour les accrocher sur les portes des granges. C'était un peu un hommage à Dieu au sens large, pour qu'on ait un bel été bien ensoleillé, qu'on puisse faire du beau foin, que les animaux n'attrapent pas des maladies, etc. Elles ont failli disparaître à cause de cette cueillette. Puis après, ça fait des jolis bouquets de fleurs séchées. Voilà. Alors je vais lui faire croire qu'il pleut. Pour regarder les jeunes, parce que ça va vite. En plus j'étais méchante, il a plus fort. Vous avez vu? Ah ouais. Et pour faire des bouquets, c'est court quand même. La tige, elle est courte, non? Alors souvent, on arrive à avoir une tige un peu au-dessous et on arrive à les mettre dans des, vous savez, des pots en cuivre, un peu bas, voilà. Et vous voyez comme elle s'est fermée? Elle n'a pas mis longtemps. C'est curieux. Ah ouais. Et là, en fait, elle va sentir l'humidité dans l'air avant que vous ne voyez tomber la pluie. C'est-à-dire que quand vous randonnez, que d'un coup elles se ferment toutes et que le ciel est gris, il faut courir un peu plus vite. Vous n'allez pas tarder à prendre l'eau. Mais il y a une raison pour qu'elle fasse cela, c'est pour protéger le pollen. Et oui, elle protège le nectar et le pollen pour qu'il garde une odeur et qu'il puisse attirer les abeilles. Vous savez que lorsqu'on randonne après la pluie, ou le matin tôt quand il y a encore de la rosée, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien qui sent, parce que c'est tout mouillé. Donc en fait, moins elles prennent d'eau, plus elles gardent de l'odeur et plus les insectes ils vont venir rapidement. Et c'est ça l'idée. Alors c'est vraiment une action intéressante, vous avez vu la vitesse, elle n'a pas aimé du tout. Et ce qui est rigolo, c'est que sa sœur, elle s'est fermée aussi là. Elle, je ne l'ai pas mouillée. Mais elle est en train de se fermer. Elle vient passer le mot. Vous voyez, les gars, elle est en train de se fermer. Et l'autre aussi là. Et je les ai pas mouillés. Les trois sont en train de se fermer. Elle dialogue par les racines. Ouais. Les autres se ferment aussi, alors je les ai pas touchés. Voilà. Et les trois sont en train de se fermer. Là-bas c'est net parce qu'elles ont eu l'information d'humidité. C'est intéressant, hein? Ah oui. Comment elle s'appelle, s'il vous plaît? Alors, elle s'appelle la carline. La carline, et on dit carline à colle, parce qu'elle n'a pas de tige. Il y a les mêmes, des carlines avec des tiges d'à peu près de 10 cm, un peu plus haut. Celle-ci, on lui a rajouté le mot de à colle, pour relever qu'elle était vraiment posée au sol comme un plantain. La voix, elle est toute petite. Est-ce que vous la voyez? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des allergies? Et qui ont les yeux qui grattent à cause des pollens ou des poils de chat ou des poussières, des allergies qui grattent les yeux? Personne? Oui. Alors vous connaissez peut-être en homéopathie une petite plante qu'on utilise qui s'appelle Euphrasia. Et bien là voilà, c'est le fraise. Ah oui, moi j'en ai. Elle s'écrit E-U-P-H-R-A-I-S-E et c'est elle. Et quand on la regarde un peu dans le blanc de l'œil, elle ressemble à un iris, la fleur. Et elle fait partie, alors autrefois elle était dans la famille des scrofulaires et aujourd'hui elle est dans la famille des plantes parasites et semi-parasites qu'on a créées exprès pour les mettre dedans.
dans lequel on a mis toutes les plantes qui ont cette action. Et elle est semi-parasite. Elle fait un peu de photosynthèse et après par les racines, elle va chercher des nutriments sur les autres plantes présentes, elle les parasite. Donc on a mis dans cette famille toutes les plantes et on appelait la famille les orobanchées, toutes les familles des plantes parasites et semi-parasites. Et le fraise a atterri maintenant dans cette famille. Alors, comment ils faisaient les paysans autrefois? Pardon. Ils faisaient une infusion de fraises, ils la filtraient dans un verre à liqueur, ils mettaient l'œil dans le verre à liqueur et ils retournaient l'œil. Et ils bougeaient l'œil dans le bain pour enlever les irritations qui pouvaient être des irritations dues à la poussière, mais aussi des irritations dues à la neige, à l'ophtalmie, à la lumière. En montagne, on a une luminosité qui est forte, les lunettes de soleil, c'était pas trop le cas, donc on avait quand même les yeux qui souffraient. Voilà. Et le fraise, elle apparaît en montagne à partir du mois d'août, on la voit pas avant, et à partir de maintenant, on en repère un peu partout. Donc c'est une toute petite plante assez jolie, qui est donc dans la famille des plantes semi-parasites et parasites, qui regroupe aussi le gui que vous connaissez et puis d'autres plantes qui ont ces caractéristiques. Chaque cheveu, il y a une graine et sa graine, elle a son hélicoptère et là elle va partir, vous voyez. Ah oui. Donc ce sont des graines d'anémone. L'anémone, c'est une très jolie fleur blanche qui pousse au printemps et en ce moment on a les pompons chevelus de graines qui ont leur petit hélicoptère personnel pour pouvoir partir un peu plus loin avec le vent et donner des anémones ailleurs. Donc c'est la famille des renoncules, les anémones. Et pour le coup, les renoncules, elles sont toutes toxiques, sans exception. Toutes les renoncules ont de la toxicité. Il y a une renoncule qu'on utilise en thérapeutique. On utilise sa racine, c'est la ficaire. Donc on utilise les nodules de racine pour faire des pommades contre les hémorroïdes à dose homéopathique, qui marche très bien d'ailleurs. Mais sinon, elles sont toutes toxiques, on n'en consomme aucune. Et elles ont cette particularité de faire des gros pompons de graines, les anémones, qui sont très jolies en cette saison. Quand on les ramasse, on peut faire des bouquets séchés aussi, il faut mettre de la laque, ça va toujours finir par se casser la figure. Bon, il vaut mieux les laisser grainer dans la nature quand même. Alors, on a une toute petite... Alors, vous pouvez faire ça, tout le monde peut s'approcher. Vous voyez cette petite plante là? Elle fait des petites bulbilles noires et puis des petites fleurs minuscules en grappe là. Et là, si je regarde celle-ci, elle a un peu plus de bulbilles en bas. Des petits, on dirait comme des petits pots de chambre marron. Et puis là, elle a des fleurs qui sont fermées. Et puis là, si je regarde celle-ci, les bulbilles, elles sont tombées. Là, il n'y a plus que des bulbilles. Là aussi, c'est tout petit. Alors, je vais en récolter une. Voilà, tenez. Merci. Je vais récolter celle-là pour en faire passer un peu. Tu fais passer un peu derrière. Voilà, là, vous faites passer aussi de votre côté. Vous la regardez là-bas. Voilà, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. En fait, elle s'appelle la renouée vivipare. Alors pourquoi vivipare? Parce qu'elle a deux possibilités de reproduction. Vous voyez, pour ça, sur lequel il reste encore des fleurs. Vous avez une partie où il y a des petites graines et une partie où il y avait des fleurs. Sur la partie où il y avait des fleurs, la plante va se reproduire avec la pollinisation croisée. Elle va être pollinisée et ça va être un échange entre fleurs. Mais si jamais ça ne marche pas, parce qu'elle est trop petite, que les insectes ne viennent pas sur elle, et elle va se cloner toute seule. Et la partie basse, elle fait des fruits par elle-même. Comme ça, là-haut, ça sera des fruits de la reproduction sexuée à double entrée, et là, ça sera un clonage. Comme ça, elle a quand même une chance de repartir. Et ça peut faire les deux? Et ça fait les deux. Ah, oui. Systématiquement, ça fait les deux. Donc, si vous pouvez manger les petites graines. Ça a un goût de noisette. C'est-à-dire que vous prenez les petites graines. Il en faut un peu plus qu'une. Ça, je vais vous laisser le faire tout seul. Et on le met dans la bouche, ça a le goût de noisette. Alors, je vous montre où il y en a. Vous ne vous trompiez pas. Comment se cloner? Donc là, il y en a. Je m'en donne une. Voilà. Vous pouvez attraper les petites graines. C'est vraiment un goût de noisette assez fort. Là, il y en a une autre. Après, il n'y a pas de risque que les chiens pissent dessus. Alors, on est dans un talus. Oui, ça c'est mon problème. On est dans un talus. Jamais vu un chien ou un chat pisser dans un talus. D'accord. Ni faire caca d'ailleurs. En général, les talus, il reste sur le chemin. Il va pas être dans C'est rare qu'un animal se mette en pente pour faire ses besoins. Il va être à plat, il va lever la patte. Donc là, on n'a pas de problème sur toute la zone de talus. Là, vous risquez rien. Et en plus, il faut savoir, alors là, il y a plein d'érelles bio, excusez, vous pouvez en goûter. Il faut savoir que ce qui vous donne des bactéries, c'est le caca. C'est pas le pipi. Parce que ce qu'on a peur d'attraper, c'est le l'échinococose et c'est un ténia, et c'est un ver. Et donc, il est présent dans les matières fécales. Pas dans l'urine. C'est ça? Ouais. Vous avez goûté tout le monde? Il y en a en contrebas.
sûr. Tu en as ici, tu en as ici, tu en as ici. Il y en a encore deux, c'est qu'il n'y en a pas eu. Il y en a deux là, je crois, sont attachés. Voilà. J'ai vraiment un goût de noisette assez marqué. Hein. Noisette. Et même si c'est un peu. Non, ça c'est autre chose. C'est bon, hein? Non, ouais. Comment ça s'appelle? Renouée vivipare. Qui c'est qui en veut encore, qu'il n'y en a pas eu? Tout le Renouée monde a goûté. vivipare. Les renouées, ça intéresse beaucoup les oiseaux parce Alors qu'ils- voilà, il y a d'ailleurs une renouée qui s'appelle la renouée des oiseaux. Ah. Là c'est la renouée vivipare, puis après il y a la renouée bistorte, tenez. Il y en a encore une là. Chez moi, j'ai la renouée persillée. Il y a la renouée poivre d'eau qui persicaire. pousse dans les zones humides. Ouais. Et il y a une renouée qui est mauvaise. Et parce qu'elle est invasive, c'est la renouée du Japon Ah, la fameuse qui renouée du envahit Japon. beaucoup les rivières. Hein. Alors pour revenir aux matières fécales, parce que comme ça nous intéresse beaucoup, ça les matières fécales. Donc là vous avez, vous voyez, ça, le talus entier, jusque là-haut, il est plein de myrtilles et d'érelles bleues. Vous pouvez les manger sans risque aucun. Jamais un renard ou un chien va se mettre dans la pente pour faire caca. Parce que sinon il tombe. Sinon il roule. Donc quand vous voulez manger des fruits sauvages, regardez que c'est soit en pente, soit pour des framboises ou tout, c'est en haut, hein, vous risquez rien. Tout ce qui est replat, par contre, méfiez-vous, parce que sur les replats, eh ben, vous allez peut-être être conforté Ou autour d'un arbre, voilà, par autour exemple. d'un arbre. Voilà. Il n'y a pas les vaches là. Non. Myrtille et RL bleu. Oh, les vaches, tu as moins de risques. quand même. Alors si vous voyez, s'il y a des vaches, ça se voit, parce qu'il n'y a plus rien. Elle a tout brouté, il y a des gros caca. S'il y a des moutons, ça se voit, il n'y a plus rien. Ils ont tout mangé, c'est pire qu'une tondeuse. Le seul animal que vous voyez pas, c'est le renard ou le loup. Mais voilà, encore une fois, dans la pente, vous risquez rien. Par contre, quand vous êtes sur des replats, oui, là, il faut faire attention. Et là, il y a plein de bonnes érelles. Hein. Il en manque deux. Là, on va attendre un petit peu. Je sais pas où ils sont. Il y a une dame qui a des difficultés à monter. Ah. Celle qui avait pris ses bâtons, je pense. C'est ça. Je vais juste voir manger quelques érelles. Je vais passer la tête par le de la fenêtre. Et du coup, il y a des végétaux un peu différents. Alors, on va commencer par les plus faciles. La linaigrette. On a cette plante là-haut, là, qui fait du coton. Et quand vous êtes quelque part et que vous marchez et qu'il y a ça, ben vous savez que vous êtes dans un marécage. On parlait un peu des marécages. Les marécages, c'est des zones d'herbe sous lesquelles il y a des sources qui affleurent et qui font remonter par capillarité de l'eau. Et dans lesquelles on ne peut pas marcher facilement parce qu'on va faire floc-floc. Et systématiquement, vous allez trouver ces plantes qu'on appelle des linégrètes, qui sont très belles d'ailleurs, hein, qui s'appellent des linégrètes et qui ressemblent à du coton. Donc là, toute la zone, là on voit Sointello là-bas, toute cette zone, elle est riche de linégrètes. Et puis qu'est-ce qu'on retrouve dans les zones humides? Eh bien on retrouve de la ciboulette. Tout à l'heure on a vu l'ail, et là maintenant on a la ciboulette qui est là. Toutes ces fleurs roses, c'est de la ciboulette. Donc ça pour le coup c'est commun. Voilà, vous avez de la ciboulette. Donc pareil, si vous avez une salade et que vous avez besoin d'oignons, on a de la ciboulette là de partout. Et puis ces jolies linégrètes qui pour le coup elles ne se mangent pas. Et puis à mes pieds là, alors il faudra que ceux qui sont un peu plus bas remontent un peu parce que c'est juste à mes pieds, c'est tout petit. Vous avez une jolie fleur blanche magnifique veinée au niveau de ses pétales qui n'a pas de propriété mais elle est magnifique, alors on en parle, c'est la parnassie. La parnassie, très jolie petite fleur qui pousse toujours dans les zones de marécage. Dès qu'on voit des marécages, on peut la trouver. La ciboulette, c'est ça là? Alors la ciboulette, c'est ça, ouais. Vous avez des ciboulettes. Et attention de ne pas avancer plus, pardon. Voilà. Vous avez une plante rare qui est présente ici. Cette jolie fleur bleue qui est en bouton. Et je vais vous montrer, il y en a une qui est ouverte là. Voilà la fleur ouverte. Vous voyez? Elle est violette. Elle a un cœur qui ressemble à une étoile. On va en voir un peu plus haut, elle est vraiment magnifique. Elle s'appelle, alors c'est bien à savoir aussi pour les mots croisés, la Sverti vivace, S-W-E-R-T-I-E, la Sverti vivace. Et donc elle pousse dans les endroits humides, c'est une plante qui est rare, un peu comme le trèfle d'eau, hein, on n'en trouve pas partout. Donc zone humide tout de suite, hein, linégrette, ciboulette, parnassie, Sverti vivace, zone assez intéressante qui change complètement, c'était sec jusqu'ici hein, et tout d'un coup on a des plantes assez jolies. Alors on va continuer à s'avancer, on va aller voir l'autre zone. Alors si maintenant que vous avez entendu suffisamment de choses pour vous embrouiller l'esprit, il en reste au moins une.
On a devant nous un petit parterre de plantes dans lequel vous en avez quelques-unes qu'on a déjà vues depuis ce matin. Est-ce que vous pouvez m'en citer? L'Achillée millefeuille. Le rumex. Le rumex qui est là-bas, avec ses tiges rouges. Oui. La vérâtre. La vérâtre qui est là, avec ses feuilles alternées. Et la gentiane jaune qui est là-bas, avec ses feuilles opposées. Bon, super. Vous avez vu que c'est un beau parterre à Achillée millefeuille et qu'elles ont des colorations différentes. Hein. Là, elles sont blanches, et là-haut, elles sont roses. Hein, parce que ce qui coule au sol a permis des colorations différentes. Alors, on va profiter du petit arrêt là, avant de continuer vers la zone humide et la cabane, pour faire un tour de paysage. Quand on est au col de Vars, on quitte les Hautes-Alpes pour les Alpes de Haute-Provence. Donc les sommets qu'on voit sur la droite ne sont plus dans les Hautes-Alpes, ils sont dans le 04, Alpes de Haute-Provence. Et vous avez là-bas, le carré qui est là-bas, c'est un des points culminants des Alpes de Haute-Provence, c'est le grec de Chambéron, qui est à 3385 mètres. Si on a toute la crête comme ça qui descend du Chambéron, et on arrive à un petit col qui s'appelle le col Stropia. De l'autre côté, on est en Italie. L'Italie est vraiment toute proche. Et puis quand on revient devant nous, là, on a un petit col avec de la forêt, un col dans les alpages, hein, c'est le col de la Mirandole, qui permet de redescendre de l'autre côté sur le col de l'Arche. C'est un col routier en voiture qui permet pour nous ici de rejoindre l'Italie et Vintimille, Cuneo, Vintimille et Nice par l'Italie de ce côté-là. Si on regarde face à nous, là, dans cette direction-là, on est sur le secteur de Vars, dans le département des Hautes-Alpes. On a la grosse bosse qui est devant nous au premier plan, là, qui s'appelle le Panéron, cette grosse bosse plate là, c'est le sommet du Panéron qui se fait en ski de rando l'hiver. On a tous ces vallons où l'hiver il y a des gens qui promènent en raquette ou en ski de rando. Et tout au fond, on voit un sommet pointu, vous voyez, avec une barre rocheuse qui est un peu sur sa droite. C'est le sommet de la Mortisse, qui délimite le fond du Val d'Escrin, du Queyras qui commence derrière, et qui est à 3100 et quelques mètres. Et entre la Mortisse et puis le Panéron, il y a un vallon derrière, hein, qui est le vallon qui permet de rejoindre la vallée du Val d'Escrin, que vous avez peut-être été visité depuis que vous êtes à Vars. Donc on a un beau panorama de ce côté-là, c'est assez sympa. Allez, et ben on s'en va continuer notre promenade par là. On va retomber sur la zone humide. Mais je préfère les Hautes-Alpes. Disons que la météo est plus clémente dans les Hautes-Alpes. Bon allez, je filme, on sait jamais, avec un peu de chance, il y en a un qui va passer à l'eau. Ça me fera du buzz. Donc la Svertie vivace qu'on a vu tout à l'heure, regardez, il y en a plein. On essaie de ne pas l'écraser, hein, mais il y en a plein. Et il y en a une là, avec un bel insecte dessus, là. Ouais, celle-là, comme elle est belle. Oui, là-bas, il y a la belle. Peut-être qu'il y en a des plus grandes, c'est sûr. Et on retrouve là-bas la vinaigrette. Et le sol, il est mou. Quand on marche, on voit qu'on est sur quelque chose de spongieux. Dessous, il y a de l'eau. Et toutes ces plantes-là qui viennent se mettre ici particulièrement. Donc, elles ont besoin que d'autres d'avoir suffisamment d'aspertis. Finalement, il y a la pharmacie aussi, là. On retrouve la petite, là. Qui fait l'aspertis. Très jolie. Là. Très très belle fleur, hein. C'est vraiment très beau. Trop bien la lavande. Non, regardez la fleur. Non, non, non. Regardez la fleur. Elle a 5 pétales, elle est ouverte comme un soleil. Elle ne ressemble pas du tout à la lavande. C'est que celle que vous avez vue, elle était en bouton. Mais quand c'est ouvert, c'est vraiment des belles étoiles. Et ben, on a le petit torrent qui coule. Tout le long du torrent, il y a la ciboulette. Hein. Et on reconnaît encore un peu les vinaigrettes. C'est quoi là-dedans? Les poissons marins. Si on met la forme de Gondor-là, elle est comment? Pharmacie. Pharmacie, ouais. Et voilà, là on peut reprendre un peu d'eau. Là c'est des courants. Des excréments, donc on a une grosse combe à rumex. Et là en arrivant vers la maison, on va retrouver le rumex un peu plus près, on va revoir des épinards. J'aime pas manger des épinards, c'est bon hein. Moi je vais m'en mettre un peu dans ma salade. C'est pour les randonnées. Oui. D'appréhender les plantes. Hein. Ah non. Alors j'ai amené des petits ouvrages qui sont sympas là si vous voulez les feuilleter pendant qu'on est assis. Ah oui, Ils peuvent vous intéresser à...
Et alors, il y en a un autre qui s'appelle le guide des plantes médicinales, qui est aussi intéressant, mais qui est plus dans la médecine. Hein. Assez couplant. Et celui-là est très bien fait. C'est un livre qui permet de s'en sortir. Celui-là, il sur est le vieux terrain. par contre, je pense. Ouais, mais il est édité. Hein, Il est encore édité? Oui, oui, bien sûr. Il est édité, là, et moi, il a l'ancienne classification. D'avoir les points de détail de différenciation avec des toxiques courantes qu'on peut rencontrer. Par exemple, des fois, vous pouvez rencontrer des ombellifères et la en juillet avec Hugo, le 17 juillet, la nature c'était pas la même. Hein. Donc en fait, on commence à faire des sorties sur les plans. Pour des problèmes d'eczéma, il y a plusieurs variétés de joubarbe. Et là c'est la grande joubarbe qu'on mettait sur les toits emblématique du dieu de la foudre. D'accord. Pour éviter que la foudre ne s'abatte sur le toit des maisons. Ça marchait vraiment? Bah pas vraiment. D'accord. Par exemple que tout le monde arrive. Ouais. Là-bas c'est un peu compliqué. On trouve ici la joubarbe toile d'araignée aussi, Oui, hein, c'est il y ça? a les deux plus fréquentes. La Ouais. toile de toit et la joubarbe toile d'araignée. Je voulais te demander, elle n'a pas des propriétés, tu sais, contre les petites coupures ou les brûlures? Eh ben, elle a des propriétés en dermatologie pour soigner des problèmes de peau. Ouais. Après, pas trop pour des fissures ou des brûlures, mais je me suis sur des priorités. D'accord. On va souvent voir en train de marcher sur le chemin et voir où est-ce qu'on s'est arrêté, qu'est-ce qu'on a regardé. On va essayer. Alors on m'a dit déjà, la première qu'on a vue, c'est la Quillet millefeuille. C'est vrai. À côté, qu'est-ce qu'on a vu du coup? L'égopode. Après. Le kénopode. Après, on est remonté vers les épinards. On a vu le kénopode et autre chose. Le rumex. Le rumex. Après. Après, on est redescendu donc. On a vu les pilobes. la gentiane, non? Ah non, la guillet. Là, le gaillet. Le gaillet. On a vu la fleur jaune avec la tige carrée, les petits tutus autour de feuilles et puis les fleurs jaunes, le gaillet. Et puis à côté du gaillet, il y avait des bouquets de fleurs roses. Les pilobes, le laurier de la Saint-Antoine, les pilobes. Voilà. Et ensuite, on a pris le chemin qui commençait à monter. On a vu la grande gentiane jaune. Pas très loin, on a dû voir la berce. Après, on a vu l'arnica. Carline. À côté de l'arnica, puisqu'ici il me l'a fait chercher, la centaurée. Petite rose, hein, elle a composé la centaurée. Après, on a continué à monter. Peut-être que c'est là qu'on a vu la carline, je me rappelle plus. La carline. Le genévrier. Le genévrier. Ouais. La myrtille et les rêles bleues. Les rêles Ouais. bleues, ouais. Et après, on est allé sur La solène, là, comment ça s'appelle? Le silène enflé. Le silène enflé. Et l'ennemi de la gentiane. À côté de le La silène, il y vérâtre. avait les vérâtres. Les renouées. Et l'ail, c'est qu'on a chopé l'ail. Et ben par là. Ouais. Oui, par là. Par là, il y avait l'ail. Exactement. L'ail à ciboulette. L'ail. Alors d'abord, la ciboulette, c'était plus bas. Mais là-haut, il y avait l'ail. La renouée On a vivipare. goûté la renouée vivipare avec ce petit goût de noisette. Sur le bord du chemin, on a vu une autre renouée qu'on a fait en téléphone arabe, là, la renouée bistorte, dont on mangeait les feuilles et la racine comme une pomme de terre. La vinaigrette. Après ça, on est encore sur le chemin sec. On vous a montré, parce que justement tu en as parlé, la fleur de l'anémone. L'anémone qui était en fleur en graines, hein, voilà. C'est après qu'on est arrivé sur. Après on est arrivé sur la zone humide. Donc sur la zone humide, on a vu la vinaigrette, la ciboulette, la parnassie et la svertilivace, la fleur violette.
est arrivé vers la cabane. Voilà, ben, c'est là qu'on a vu, La vache. qu'on a revu les épinards avec... On a revu des plantes qu'on avait vues, ouais, mais on n'a pas vu de nouvelles. Et on est revenu. Voilà, donc c'est bon, on n'en a pas vu de nouvelles. Comment elle s'appelle la petite blanche? La Parnassie. Ah oui, C'est ça, la Parnassie. La Parnassie, je réfléchis en même temps, pharmacie, si j'en oublie pas. ouais, c'est ça. Voilà, Il y ça, a- j'en oublie pas. La plante petite. On l'a dit, La le silène. silène. Donc ça fait 24 espèces. Et la jubarbe là en Ah, descendant. bien, oui, le phrasia, la petite plante pour les yeux. Voilà. Et la jubarbe en descendant. là. Si, tu as parlé du sédum qu'on a oublié. Ah oui, le sédum. le sédum anacampséros, le sédum pour les hommes. Et Pour ça, je me rappelle pas. voilà, donc ça fait 26, ouais, c'est pas mal. Ça fait 26 plantes, jusqu'ici c'est pas mal. Ah ouais. C'est pas mal. Alors on va en voir encore quelques-unes, hein, une trentaine en tout je pense. En continuant notre promenade. Oh mais c'est bien. Là, vous avez bien réussi à vous rappeler. C'est bien de se voir marcher en fait, hein, parce qu'on revoit le circuit et du coup on n'oublie pas. C'est vrai. Sinon dans le désordre on est sûr d'en rater. Et encore là on a raté deux petites. Moi j'avais un trou un peu au milieu, là j'arrive. Pékin, il y en a partout. Et on le méconnaît beaucoup. Alors celui-là c'est un beau trèfle, là, c'est le trèfle incarnat. Il y a plusieurs variétés de trèfles. Il y a les trèfles communs que vous connaissez qui sont rose pâle. Là, celui-là c'est le trèfle incarnat. En plus il a une double tête, hein. Il a ses caractéristiques. Et des jolies feuilles assez grandes, hein. Alors à 3 ou parfois pour nous faire plaisir 4. S'il a envie de nous porter chance. Alors le trèfle il fait partie d'une famille de plantes qu'on a appelé longtemps les papillonacées. Parce qu'elles ont un modèle floral particulier, que là ça va être difficile de vous montrer sur la fleur de trèfle, c'est trop petit. Je vous montrerai sur une autre. En fait dans les fleurs de la famille des papillonacées, on a un pétale comme ça qui fait comme un drapeau, et puis deux petites ailes du papillon qui se mettent sur le côté. Et au centre il y a une espèce de carène de bateau comme ça qui protège les organes de reproduction. Et c'est le modèle floral que vous avez trouvé sur le pois de senteur, le haricot, le petit pois. C'est toujours la même fleur, qu'on trouve aussi sur le trèfle, mais c'est trop petit pour que je vous la détaille là-dessus. J'enverrai une autre plus loin, je vous montrerai. Et ces papillonacées, cette famille-là, elle a été baptisée ensuite les légumineuses. Parce que c'est vraiment la famille qui fait des gousses. Donc tout ce qui est haricots, petits pois, ça vient de cette famille de plantes-là. Et elles ont une particularité, ces légumineuses, c'est qu'elles fixent l'azote au niveau de la couche superficielle du sol. Par les racines, elles font des petits nodules, elles s'associent à des champignons et elles arrivent à fixer une bonne partie d'azote sur la couche superficielle du sol. C'est donc des plantes fourragères que l'on donnait à manger au bétail. Et vous savez, pour l'avoir peut-être déjà vu ou entendu, que les moutons qui mangent trop de plantes de cette famille-là, la luzerne par exemple, eh ben, elles ont le météorisme, elles ont la panse qui explose et il faut leur faire un trou pour dégager le gaz, sinon elles explosent, elles meurent. C'est dangereux. Alors le trèfle, c'est une plante qui a été beaucoup utilisée pour les femmes parce qu'elle mime les oestrogènes. C'est une plante phyto-oestrogène qu'on utilisait au moment de la ménopause pour les problèmes de bouffées de chaleur ou autres. On a découvert récemment que c'est une plante qui contient d'autres principes actifs qui sont extrêmement intéressants comme antalgiques. Et elle va rentrer dans des préparations de pommades ou de médicaments antalgiques qui donnent vraiment une grande efficacité. Et donc pour nous, pour tous ceux qui fabriquons des huiles de fleurs d'arnica pour les douleurs, eh ben c'est intéressant de se rabattre sur le trèfle. Parce que le trèfle il est commun, il n'est pas en voie de disparition. Donc on peut prendre des têtes de trèfle, comme ceci, et préparer une huile de massage à base de trèfle qui aura les mêmes vertus que l'arnica. Il y a une autre fleur qui a donné aussi des grands espoirs comme antalgique, c'est la pâquerette. Et la pâquerette et l'arnica sont deux plantes qui vont prendre le relais de l'arnica, qui elle souffre un peu de la surcueillette. Et ça marche très bien. Et donc si dans vos régions vous avez du trèfle et de la pâquerette, ce qui est souvent le cas, il y en a partout, vous pouvez en ramasser, mettre dans un pot de confiture bonne maman sans étiquette, hein, transparent, recouvrir d'huile de tournesol ou d'huile d'olive et l'exposer au soleil pendant 3 semaines. Après vous ramassez les plantes, vous les filtrez, vous les enlevez et vous avez une belle huile pour les douleurs rhumatismales, articulaires, musculaires, tendineuses que vous pourrez utiliser pendant 5 ans. Ça ne bouge pas. Donc vu qu'on a fait un peu les tamalous tout à l'heure, on a commencé à faire les tamalous et toi t'as quoi? Et moi j'ai une prothèse ici, moi j'ai une prothèse là-bas. Donc du coup des fois les huiles de massage c'est intéressant d'en avoir. Hein, voilà, moi j'en ai fait pas mal cette année parce que je m'étais fait une fracture. Et ben, j'ai retravaillé beaucoup de plantes qui pouvaient m'aider pour consolider ma fracture. Hein. Une seule tête suffit? Non, il faut que vous remplissiez le pot. Donc si vous prenez un pot de bonne maman qui fait 400 grammes, les petites choses qui bloquent les articulations. Donc on pourrait mélanger ces 3 sortes de végétaux pour faire une super huile de massage. Et après une fois que vous l'avez filtré, il est important de l'exposer à la chaleur du soleil, hein, le pot.
Une fois qu'il est filtré, on peut mettre dedans quelques gouttes d'huile essentielle pour lui donner une odeur sympa et pour stabiliser les process de dégradation de l'huile. Donc souvent on met une goutte d'huile essentielle de lavande fine ou de Golteri couché pour les douleurs ou d'eucalyptus citronné. Voilà. Et c'est pas obligatoire, mais on peut pour améliorer la sensation. Donc vous pouvez vous faire une petite réserve de trèfle. Alors on dit qu'il faut les mettre frais, mais en fait on les fait préfaner une demi-journée, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils perdent un peu d'eau. Par exemple si je les ramasse là, si je ne les mets dans l'huile que ce soir, c'est très bien. Ils ont l'air un peu flétris, voilà. C'est obligé de le jeter tout de suite, ça peut attendre un peu. Et il ne faut pas qu'ils soient secs. Sec, c'est plus difficile pour l'huile d'extraire les principes actifs à froid. Et après ça se conserve comme ça 5 ans, dans une bouteille fermée à l'abri de la lumière. Voilà. Ah, à l'abri de la lumière. Oui, oui, une fois que vous avez filtré, vous mettez dans une bouteille fermée, dans un placard, avec dessus l'étiquette, parce que vous n'allez plus jamais savoir ce que c'était, pour pouvoir l'utiliser en cas de besoin. Ça, c'est très bien. Nathalie, on a une petite ombellifère là. Ah, on a une petite ombellifère cachée. Alors, on va essayer d'aller la voir de plus près. Ah. Hop. Je vais essayer de la couper sans l'arracher. Voilà. Alors, on va faire l'expérimentation, vous allez voir comment on procède. Donc, qui c'est qui la tient? Voilà. Alors, on va prendre le livre, on va voir comment on fait quand on a rencontré quelque chose. Alors, déjà, si on sait que c'est des ombellifères, on va gagner du temps dans la recherche. Si on ne sait pas que c'est une ombellifère, il va falloir déterminer la famille. Ça prend plus de temps. Mais là, maintenant que vous savez que c'est une ombellifère, on peut aller directement sur les ombellifères. Ombellifères, on les prend du début. Voilà. Et ensuite, on va devoir, la seule critère de distinction sur la page des ombellifères qui vont m'aider à la trouver, pour l'instant, c'est la photo de la feuille. Et cette feuille, elle a quand même des particularités. Hein. Vous voyez comme elle est? Elle est opposée, elle a des feuilles opposées. Il y en a plusieurs folioles comme ça, qui montent le long de la tige, donc c'est assez caractéristique. Ce qui fait qu'il y a de fortes chances qu'on arrive quand même à la choper. De fortes chances, mais pas sûr. La petite qui est au-dessus, elle est bizarre. La petite qui est au-dessus, c'est une petite feuille, ça. Non, mais l'autre au-dessous aussi. Oui, ça c'est des toutes petites Voilà. feuilles, vous voyez. Ça c'est des petites feuilles. En fait, quand on cherche à identifier, on prend les grosses feuilles de la base. Parce que là, c'est souvent des feuilles qui sont plus petites. Mais c'est vrai qu'elle est, on dirait un petit sapin de Noël. Mais je ne vais pas la voir. Je ne vais pas la voir, a priori. Mais je pensais que oui, parce qu'elle est assez caractéristique. Ça ressemblerait, ouais. Et elle ressemble un peu à C'est un celle-là. tout petit peu plus petit. Alors elle ressemble un peu à la 1 qui est un boucage. Donc pour savoir, il faut que je regarde qu'est-ce que ça me raconte d'autre maintenant le texte. Alors, et voir si je retrouve les autres trucs. Donc si c'est un boucage, c'est une plante vive, moyenne à grande. Vive, c'est difficile de savoir si elle est vivace ou si elle l'est pas. Mais moyenne à grande. Glabre. Glabre, c'est qu'elle n'a pas de poils. Est-ce qu'elle a des poils? Non. Mais tu regardes avant de me répondre. Oui. Si tu me regardes moi, elle a des poils, elle n'en a pas. Ah bah. Tige à sillon profond. C'est pas le cas, C'est pas le cas, donc c'est sûr que c'est pas ça. pas un boucage. Mais on en a des plus petites. On a des boucages qui s'appellent boucages silifolia, plus petites, segments foliaires plus étroits. Pousse dans les alpages, tige pleine, faiblement sillonnée, généralement duveteuse. Alors c'est là où il faut regarder de près et sentir si en mettant les mains dessus, c'est complètement glabre ou pas. Et moi je sens pas glabre, je sens un duvet. Donc ça serait la petite boucage. Maintenant, pour en avoir la certitude, il me manque quelque chose d'important, le fruit. Parce que là, ça me donne une indication sur le fruit et on m'explique comment est le fruit. Mais je ne l'ai pas. Le fruit, il est pourvu d'ailes, mais pour l'instant, il n'y a pas le fruit. S'il y avait le fruit, on serait sûr à 100% que c'est un boucage. Mais là, a priori, c'est un boucage, plante non comestible et non thérapeutique. Pour en être certain, il faudrait revenir et regarder la tête du fruit. Parce que dans les ombellifères, il nous faut tout pour la trouver. Alors des fois, on a tout. Et quand on a en plus le fruit, eh ben c'est super, on sait exactement tout de suite la réponse. Mais là, j'ai pas encore le fruit. Mais ça correspond bien à un boucage. Une petite boucage, puisque ça ne correspondait pas à la grande boucage. Vous voyez? Donc on commence à prendre le grand critère qui est la grande feuille. Mais attention, pas la petite. Parce que la petite, elle change en montant.
Les grandes feuilles de la base sont les feuilles adultes et on essaye de trouver la ressemblance. Et une fois que j'ai trouvé la ressemblance avec la feuille, je ne peux pas dire c'est ça. Ça peut être une qui n'est pas dans mon ouvrage. J'essaye de retrouver toutes les autres caractéristiques. Donc là, sauf qu'il n'y a pas le fruit pour le confirmer, ça pourrait être un boucage. Et voilà. Elle se reconnaît très bien parce que ça fait une jolie clochette qui a 5 pétales soudés, souvent violet parme. Et là, elle a le pistil qui a été pollinisé, mais quand le pistil au milieu n'a pas encore reçu le pollen, il a 3 lèvres. Il a le stigmate qui est ouvert en 3 lèvres, c'est assez joli au milieu de la fleur. Hein. Et toutes les campanules sont comestibles. Des campanules, vous en avez des grosses, des moyennes, des en grappes, des en épis, des sans tiges, des avec tiges. Vous pouvez toujours les manger. Et quand on les mange, il faut regarder qu'il n'y a pas un insecte dedans, parce qu'il y a souvent un insecte au fond, une petite mouffe, un petit truc. Et ça a un petit goût de noisette. Mais contrairement à tout à l'heure, quand on a mangé la renouée vivipare, qui avait vraiment un fort goût de noisette, là la campanule c'est léger. Il faut vraiment la mâcher doucement, avec les dents de devant, il faut prendre le temps, sinon on sent pas la saveur noisette. Hein. Alors il y a des grosses campanules qui sont même un peu velues, elles sont aussi comestibles, on peut les mettre en décoration dans les plats. Après elle n'a pas de valeur thérapeutique ou nutritionnelle relevée hein, par la science moderne, parce que ça reste assez original hein, de mettre un peu des fleurs dans la nourriture, on n'a pas trop cherché leur intérêt nutritionnel. Mais voilà, une petite campanule qu'on n'avait pas vue jusque-là, pour rajouter à notre quantité. Là ouais. Donc là pareil, on a une zone où on trouve des épinards. Là. On a de l'aquilée millefeuille, si on observe un peu. Et là on a une aquilée millefeuille, elle est rose. Elle est bien rose. Vous voyez ? Alors par contre, je vais te poser une question. Est-ce qu'on est sur une sorte de patience là? Ces feuilles là? Oui, ça rose. Non. On va les regarder justement. D'accord. Non. Ah, vous faites avoir. On a des feuilles là. Et ces feuilles, vous les avez vues. Vous les avez vues sans moi. Vous avez vu dans le téléphone arabe. Je vous ai dit, on a une autre renouée qui s'appelle la renouée Bistorte, dont on mangeait les feuilles. Et ben voilà ces feuilles. Et elles sont très caractéristiques parce qu'elles forment une petite barque. Elles ont une nervure qui se plie. Et vous voyez, d'un côté elles sont vert très pâle et dedans elles sont vert foncé. Et les feuilles de la renouée Bistorte, elles se mangeaient un peu comme le rumex en faisant ça. Pour enlever la tige. Et là vous avez plein de feuilles, elles ne sont pas faites de fleurs, et c'est les feuilles idéales à manger celles-là, parce qu'elles n'ont pas encore fleuri. Et là vous avez un bébé renoué, voilà, pour la revoir, qui est en train de pousser, ici, et là aussi. Et il y a un bébé renoué qui pousse. Voilà, donc on la retrouve dans sa physionomie. Et ben là-bas il y en a une grande, vous voyez, il y a une grande renouée un peu plus loin, ceux qui veulent la revoir. Hein. Et ben c'est les enfants qui se mettaient à 4 pattes dans les champs comme ça, et qui ramassaient toutes les feuilles de renouée pour faire le repas du soir. D'un œil, il surveillait les vaches et de l'autre main, il cueillait les plantes. Et là aussi, c'est un peu amer parce qu'on est en fin de saison. Alors, c'est amer parce qu'on est en fin de saison. Sinon, c'est assez doux la renouée Bistorte. Mais là, en ce moment, c'est amer parce qu'il y a des tanins et que même si là, il y a des nouvelles pousses de feuilles qui arrivent, on est quand même assez avancé. La nuit commence à faire froid et donc les plantes, elles produisent plus de tanins pour pas geler. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Votre film, elle n'est pas très jolie. On va en parler quand on en verra une plus belle. Venez, on attaque à repartir par là. On va en parler un peu plus loin. Mais allez, on va dire un petit mot sur la colchique. C'est une petite fleur de la famille des lys. C'est les liliacées. Elle a 6 pétales, 6 étamines. Et vous voyez qu'elle n'a pas de feuilles. Elle a une tige. Là, on a des feuilles d'aquilée millefeuille. Si je pousse tout le monde qui ne lui appartient pas, voilà, ça ne lui appartient pas, et ben elle n'a pas de feuilles. Elle est toute seule plantée là, en plein milieu. Et elle a un cycle inversé. Elle va se faire polliniser là maintenant. Là, elle n'a pas été encore, les étamines sont belles. Le grain de pollen va descendre tout le tube, là, il va se mettre dans le sol. Il va dormir tout l'hiver et au printemps, on va voir sortir les feuilles et le fruit de la colchique. Donc c'est décalé, c'est la seule plante qui marche à l'envers. Et cette plante, la colchique, on en extrait une substance que vous connaissez peut-être, pour la goutte, on en extrait la colchicine. C'est un alcaloïde qui permet de dégrader l'acide urique présent dans le corps quand il est en excès. Ah, donc alors, pour la maladie de la goutte, par exemple pour la goutte, on utilise la colchicine qui donne de très très bons résultats. Tous ceux qui ont eu une fois la goutte avec la grosse douleur du gros orteil à qui on a donné la colchicine, dès qu'ils ont mal aux pieds, ils veulent de la colchicine. Ils ne veulent pas qu'on leur explique qu'on peut prendre autre chose parce que c'est fabuleux, c'est miraculeux. Et on l'utilise en allopathie, hein. La colchicine elle a été synthétisée, elle marche très bien. Donc voilà pour cette petite plante qu'on
qu'on n'utilise bien sûr pas par nous-mêmes parce qu'elle est toxique, hein, elle est utilisée qu'à dose médicinale. Et alors elle arrive pas, elle n'est pas synonyme de la fin de l'été parce qu'elle arrive dès la mi-juillet et que l'été finit le 21 septembre. Simplement on commence à en apercevoir un peu plus en août parce que ces graines commencent toutes à germer, mais les premières arrivent à la mi-juillet. Allez, en route. Est-ce que c'est la même famille que le safran? Alors c'est pas la même famille que le crocus. Oui, bonne question. Oui, c'est le crocus. Le safran, c'est un crocus qui pousse au printemps, qui est parti de la famille des iridacées et qui a 3 pétales et pas 6. Qu'est-ce petit? Une dépression? Il veut la saouler. Il s'ennuie, ça y est, c'est l'alpinisme. Une plante des femmes. Une très belle plante des femmes qui fait partie de la famille des rosiers. Je vais chercher une fleur. Voilà la fleur. Ça s'appelle l'alchémie. L'alchémie, c'est la plante des... On dit aussi alchimie. C'est la plante des alchimistes. Parce qu'elle a une particularité, vous voyez, elle fait comme un petit vase. Et ça, c'est l'alchémie commune, c'est la 2 variétés. Et en fait, quand elle a pris si elle a plu, si elle a pris trop d'eau par ses racines, elle exude son trop plein d'eau. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'elle va transpirer de l'eau. Il va y avoir une perle qui va sortir là au cœur et qui vont sortir sur les bouches qu'elle a aux pointes des feuilles. Et donc elle va avoir plein de petites perles d'eau autour et une perle d'eau au cœur, mais qui sortent d'elle-même, qu'elle exude. Donc c'est de l'eau qui a pris des minéraux, qui a pris des personnalités de la plante. Et les alchimistes pensaient qu'aussi récupérer toutes ces perles d'eau, ils pourraient fabriquer des élixirs d'immortalité. Donc c'est la plante des alchimistes. Du coup elle a le nom de alchémie, alchémie. C'est une plante qui est riche en progestérone et qu'on donne souvent aux femmes quand il y a des problèmes de mastose mammaire ou de gonflement dû à un excès d'oestrogène. Et pour réguler un petit peu l'équilibre entre oestrogène et progestérone, s'il y a des règles abondantes par exemple, on va conseiller l'alchémie qui va réguler, qui va faire diminuer le flux utérin, qui va réguler un peu les gonflements. Et elle fait partie de la famille des rosiers. Si on regarde de près la toute petite fleur qui est verte, là c'est un bébé rose. C'est une petite rose. Voilà, l'alchémie. Alors il y a 2 variétés d'alchémie. Il y a celle-ci qui est l'alchémie commune, qui pousse aussi en plaine. Et puis il y a une alchémie qu'on appelle l'alchémie de montagne, qui est plus jolie, un peu argentée. On voit un peu dans les prairies d'altitude. C'est que médicinal ou c'est comestible? Alors c'est comestible aussi. François Coupelan l'avait mis dans certaines soupes. Elle est très douce. Donc quand on fait par exemple de la soupe avec du rumex ou des épinards qui sont un peu amers maintenant en fin de saison, on peut rajouter des alchémies fraîches quand on en trouve, parce que ça va adoucir un peu l'amertume des autres plantes. Elle n'a pas de vertus nutritionnelles fantastiques qui en ont fait un super légume comme la berce ou l'épinard, mais elle est intéressante pour adoucir les plats. Voilà. Si on a des règles abondantes, Et en pharmacie, on vend de l'alchémie. Ils en auront pas. Vous habitez quelle région? Paris? Non, Valenciennes. on a beaucoup de magasins bio avec des bonnes plantes. Vous pouvez essayer en magasin bio, des fois ils en ont. Sinon vous pouvez contacter l'herboristerie du Palais Royal à Paris et ils livrent, ils vous envoient, vous commandez de la tisane d'alchémie et vous la recevez chez vous, vous avez juste les frais de port. C'est en tisane, c'est pas en teinture mère et tout. Alors ils auront tout, ils auront en teinture mère, ils auront en gélule et ils auront en tisane. Après vous choisissez la forme qui vous sied. D'accord. Ils auront les différentes formes. Après dans certains magasins bio c'est possible mais c'est pas sûr. Les pharmacies de Paris, ça vous dit? Non, l'herboristerie du Palais Royal. Non, en pharmacie vous la trouverez pas. D'accord. Ce qu'on disait en marchant là, c'est qu'en pharmacie on trouve pas grand chose concernant les plantes. Ouais. Bah oui. Et donc du coup il faut un peu tabler sur les vieilles herboristeries qui existent encore. Et celle du Palais Royal elle est très bonne, ils ont beaucoup de produits. Vous expliquez que vous voulez de l'alchémie et pour des histoires de flux hémorragiques et il vous enverra la forme la plus appropriée à votre style de vie. Et ici c'est vrai qu'on consomme plus des tisanes parce que ça nous correspond. Mais en ville les gens consomment plus des gélules ou des extraits hydroalcooliques en gouttes. Mais tout sera équivalent pour vous aider. Là pour l'alchémie. Allez. Vous la connaissez. Sauf que vous ne l'avez pas vue de la même couleur. La renouée. évidemment, si vous changez les trucs. La renouée. C'est le gaillet. Attention, on a dit on cherche les critères. Le gaillet Donnez-moi blanc. Les critères du gaillet. blanc. Les 4 Tige carrée, tiges carrées. feuilles tout autour du rameau. Et fleurs. Comment les fleurs? Les fleurs à 4 pétales. Et là, elle a bien des fleurs à 4 pétales.
Donc j'ai mes 3 critères, c'est un Gaillet. gaillet qui est blanc. Je l'ai dit. Je suis un peu surpris parce que j'ai plus vu du jaune que du blanc. Voilà, donc c'est le gaillet blanc. 3 fois. Mais voyez, vous savez pas. Vous la prenez dans les mains, vous sentez que la tige elle est pas ronde. Alors là, je commence à regarder mieux. Tiens, elle a une tige qui est pas ronde. Et comment sont les feuilles? Ah bah oui, ah bah oui, ah bah c'est un gaillet. Ah ouais. Et elles sont le miel blanc. Allez. Si, hein. Alors vous avez ces jolies feuilles là que je vous invite à reconnaître pour un usage très particulier. Je l'appelle le papier toilette. Ouais. C'est tout doux, c'est résistant, ça essuie bien et ça laisse pas plein de papier dans la nature. On dirait une pub là. Et ouais, hein, on peut. Donc ça s'appelle, là c'est le tussilage. C'est du D'accord. tussilage, donc c'est une feuille qu'on utilise comme pour soigner les maux de gorge. Hein. Tussilage, c'est la toux, tousser. Et ça fait donc, on l'avait vu dans le diaporama, si vous, je sais pas si vous en rappelez, mais ça fait au printemps une fleur jaune qui ressemble un peu à une fleur de pissenlit, avec une tige torsadée marron. Et après arrivent les feuilles, et les feuilles on les a un peu tout l'été. Et donc la fleur comme la feuille sont utilisées pour soigner les maux de gorge. Alors on les reconnaît au fait qu'elles sont pas très grandes, c'est des petites feuilles, vous voyez. Des fois elles ont comme un duvet dessus blanchâtre qu'on peut enlever avec la main, mais surtout dessous elles sont bien molletonnées. Alors on peut en faire, comme il disait juste aussi, des beignets. On fait la pâte à beignet, on appelle ça des papés. Et on mange le beignet, c'est assez bon. Hein. Voilà. Et on peut le confondre avec une autre feuille qui s'appelle une autre plante qui pousse aussi comme le tussilage au printemps et qui décale les fleurs par rapport aux feuilles. Et cette autre plante s'appelle la pétasite. Et vous pouvez rencontrer des feuilles de pétasite, mais elles seront 3 fois plus grosses. Elles seront exactement pareilles. Elles seront duveteuses, un bon papier toilette aussi, mais elles auront une bonne taille. Voilà. Mais si vous confondez les feuilles de pétasite et de tussilage, ça n'a pas d'importance. C'est juste une question de taille et elles sont comestibles les deux. Après, c'est très souvent, les gens ne les utilisent plus, hein, parce que c'est quand même assez particulier à manger. Quoi, hein. On a plus envie de s'en servir comme papier toilette que comme salade verte. Mais je vous laisse libre cours, hein, de l'utiliser comme vous voulez. En tout cas, voilà, ça évite d'avoir des rouleaux de papier qui traînent dans la montagne pendant des lustres, parce que tout le monde en a passé, des kilos de Kleenex, sopalin et autres. Il y a un beau végétal, hein, quand vous en trouvez, ramassez-en 2-3 feuilles ou dans la poche. Comme ça, le moment venu, vous êtes équipé. Ça peut faire la randonnée. C'est pas la garder pour le lendemain, mais c'est pas la randonnée. Si vous les regardez bien, elles ont comme un petit pull vert en laine qui les recouvre. En fait, c'est vraiment des petites plantes grasses minuscules. Je vais en piquer un petit chou pour vous montrer. Vous voyez, j'en ai sorti une là. C'est tout petit et chaque petite feuille, elle a un poil qui vient se tricoter aux autres poils des autres feuilles et ça forme un petit pull vert. Et ben c'est le même principe que l'épinard, vous savez, qui faisait des petites poussières pour se protéger de la déshydratation. Et ben là, c'est des plantes grasses qui poussent sur des sols en plein cagnard. Elles font comme un pull vert en laine, ce qui fait que l'évaporation de l'eau se fait plus lentement. Et elles peuvent la réabsorber quand il y a la rosée le matin ou quand il a plu. Ça se gorge d'eau et elle s'alimente en douceur. Et elle s'appelle la joubarbe à toile d'araignée, du fait qu'il y ait ce petit pull. Et ça fait, si vous en avez déjà vu l'été, parce que là elles sont plus en fleurs, ça fait une jolie fleur rose fuchsia en étoile qu'on reconnaît très souvent dans la montagne. Hein, et on la reconnaît aisément à ces petites feuilles qui ont ce pull vert dessus là. Et donc son nom, ça a été la joubarbe à toile d'araignée à cause de ça. Et là il y en a tout un parterre. C'est vraiment typique de ces talus un peu caillouteux. Hein. On va avoir ces plantes grasses qui s'implantent parce qu'elles sont bien à la chaleur, elles sont bien là. Et elles sont quand même résistantes au gel, hein, parce qu'elles ne gèlent pas la nuit. Hein. Et elles ne gèlent pas l'hiver, hein, parce qu'on les a à nouveau. Elles repartent l'été. Hein, vous vous souvenez? Oui. Et bien voilà une note d'alchémie. Ça c'est aussi une alchémie, mais étoilée, elle est toute argentée dessous. Elle est très belle cette alchémie. Oui. Et elle fait comme l'autre, hein, elle exude sans trop plein d'eau. Vous pouvez faire passer. Elle, c'est l'alchémie de montagne. Et là il y en a un petit peu. On en a souvent dans les montagnes. Elle est très courante. Hein. Et pareil, la même petite fleur, hein, que tout à l'heure, la petite rose. Ah oui. Ouais. Elle est jolie celle-là. Ah, moi je la préfère. Et quand elle est à l'automne, des fois elle est givrée. Ah oui. Quand vous passez le matin, qu'il y a eu les rosées, elle est recouverte de givre, elle est magnifique. Ah oui, elle est très belle. Ouais, c'est la petite alchémie. Alchémie de montagne. Et ça, c'est pas de la ciboulette, ça.
ça ressemble pas avec la Ça, c'est feuille. une notie ou une scabieuse. Ah, c'est une scabieuse, voilà, c'est ça. Vous reconnaître la notie de la scabieuse? Moi, non, je ne sais pas le faire. Vous ne savez pas le faire? Eh ben, c'est facile. Il suffit de la retourner. Quand on la retourne, on voit qu'elle a une seule rangée de sépales, toute fine qui ne se touche pas. Je les vois. Donc c'est une scabieuse. Si ça avait été une cnotie, qui s'écrit avec un K, elle aurait eu deux grosses rangées de sépales qui sont chevauchées l'une sur l'autre. Et tu retiens le K2 ou le K2R. Quand il y a deux rangées de sépales, c'est la cnotie. Quand il n'y en a D'accord. qu'une, c'est la scabieuse. Et après, c'est la même famille des dipsacacées dans tous les cas. D'accord. Par contre, c'est comestible ou pas? Je me suis toujours Alors posé non, la question. enfin non. Parce qu'il y a des livres qui disent en fait- tu t'empoisonnes pas avec. Et En fait, on peut la manger, il ne va rien se passer de grave. Voilà. Mais elle n'a pas été mangée. elle n'a pas été mangée. Par contre, elle est intéressante, vous regarderez en passant, là il y a une petite fleur rose. Ils pensaient que c'était de la ciboulette. Et j'ai dit non, c'est pas de la ciboulette, c'est celle-là une de droite, scabieuse. oui. Et en fait, il y a toujours un papillon qui se pose dessus qui est noir et rouge, qui s'appelle le zygène et qui vient la butiner. Voilà, mais c'est juste pour la petite histoire parce qu'elle n'est pas nutritive. Par contre, juste à côté, là, il y a des alchémies de montagne que j'ai fait passer la fleur, là, Oui, la là feuille, aussi. voilà, vous la regarderez. Ouais, ouais. C'est la cousine de l'autre alchémie qu'on a vue tout à l'heure. Allez, on débouche parce que là, on fait trop un bouchon. C'est toujours la renouée Oui, vivipare, la vivipare, ouais. au goût de noisette. Beaucoup d'informations et que ça il fallait encore s'arrêter à l'ortie, je l'ai laissé passer. Mais il y en avait au tout début, justement. Il y en Ici, avait- dans les Alpes, il y a de la consoude, Il y a de la consoude, ouais, mais par ici? Ou il faut que ce soit à côté de l'eau? à côté de l'eau. Ah oui, d'accord. Elle aime bien l'eau, la consoude. Mais après, elle peut ne pas aimer l'eau, parce que moi j'en ai planté dans mon jardin et il n'y a pas du tout d'eau. Ouais. Les terres se tassent un peu en Méditerranée, la consoude, elle disparaît un peu. Moi, je la trouve dans le Haut-Var, au bord de l'eau, comme disait Nathalie. Feniculum montana, le fenouil, Forcément, complètement. Hein. c'est logique. Hein. Feniculum. Avec le nom déjà. Parce que par chez moi, tu sais, il y en a qui s'intoxiquent, qui confondent le fenouil avec la férule. Ah oui. Alors que ça n'a pas d'odeur, quoi. La férule n'a pas d'odeur. Parce que le fenouil, il a une bonne odeur. anisée, Ah oui. alors que la férule, ça n'a pas d'odeur. Alors, vous voyez la plante qu'on a vue, là, que je vous ai dit, c'est tombillifère, elle ne me plaît pas. Oui. Parce qu'elle avait des graines allongées, qu'elle a des risques de confusion. Hein. Donc c'est un antrisque et ça porte le nom de cerfeuil musqué. Et moi je n'ai pas confiance parce que les feuilles on peut trop les confondre avec d'autres choses en fait. Et je préfère éviter les plantes qui... Ah, donc c'est un lesquelles il y a- cerfeuil musqué, donc tu Ouais. peux l'utiliser en cerfeuil. Oui, mais il faut être sûr que c'est du cerfeuil Ouais. et c'est pas une évidence. Hein. D'accord, ok. Vous n'avez pas bu beaucoup, c'est ma faute, hein. Je vous ai pas dit de boire tout le long du chemin. Il y en a qui ont des pipettes. Ouais. Ah voilà, parfait, je suis contente. Non, non, Sinon non, on se sèche là. Maintenant, on attend Comme on la ne fait pas glace. des gros efforts, parce qu'on s'arrête régulièrement, ben on n'a pas une grosse soif. Hein. Manger régulièrement, en les faisant pas blanchir, pas bouillir, hein, mais en les faisant cuire directement à la poêle, ou encore mieux en hachant les jeunes orties, en les mangeant crus. Parce que quand vous les avez hachés, ben vous n'avez plus de rien qui vous pique, c'est plus urticant. On fait des délicieux pestos et vous allez bénéficier de tout l'apport en fer et en vitamines des orties. N'importe c'est- quelle ortie. Alors, il n'y a qu'une ortie, hein. Enfin il y a deux orties. Il y a l'ortie dioïca, l'ortie dioïque, où il y a les pieds mâles et femelles séparés. Et puis il y a l'ortie brûlante, il n'y en a pas 36. Voilà, c'est que deux, il n'y a que deux plantes dans les orties. Donc n'importe laquelle des deux est comestible et peut être utilisée à bon escient comme légume sauvage. Parfois j'entends parler d'ortie blanche ou d'ortie rouge, ça n'existe pas. C'est des lamiers, c'est pas des orties. Ah oui, Hein? celles qui sont ducteuses là. Ouais, c'est du lamier. Qui est C'est une comestible aussi. C'est comestible le lamier, mais c'est en aucun cas une ortie. On met ce mot de fausse ortie blanche ou fausse ortie rouge parce que la feuille ressemble, hein, mais vous n'êtes pas du tout sur des orties, vous êtes sur la même famille que la menthe, la lavande et le romarin. En pesto, un donc lamier. on la coupe en tout petits morceaux. En comme pesto, vous prenez les jeunes têtes d'ortie, les Ouais, pousses d'ortie, ouais. on les met à l'appareil Ouais, avec à le- hacher, avec et avec de l'ail, l'ail, et vous l'huile, hachez, ouais, d'accord. voilà. Et après vous mettez l'huile, L'huile, votre fromage, voilà. ce que vous voulez. L'astuce Et là pour la santé, c'est très bien. pour prendre les orties sans se piquer. Et c'est pas grave de se piquer, parce que ça fait circuler le sang et la lymphe, et ça vous évitera d'avoir les mains déformées par les rhumatismes. Non mais ça va, le sang il circule bien. mais- La grand-mère elle disait toujours ça. Dans le nord on a beaucoup d'orties. Et on n'a pas de Ah ouais. rhumatisme. Et les anciens se couchaient sur des nids les Ça, nids on se faisait d'ortie quand piquer, ils nous, avaient quand des on était douleurs. gamin, quand on Parce que échouait. c'est un antidouleur. Hein. Et c'est vraiment très efficace. Hein. Pour le coup, pour l'avoir testé personnellement, c'est très efficace. Mais ça gratte pas longtemps. Quand tu as des douleurs, moi j'ai eu une fois une balade où j'avais très mal au genou parce que j'avais une entorse.
Et donc j'ai attrapé des bouquets d'orties et franchement, hein, je me frottais le genou avec, ça me grattait 5 minutes, mais j'avais plus mal pendant 2 heures. Et c'était bien plus pratique. Et je l'ai fait tout le long du chemin et ça m'a sauvé un peu ma balade. Hein. Parce que sinon, je n'aurais pas réussi à rentrer. Hein. Donc c'est vraiment très efficace et les anciens le savaient, ils utilisaient tout à fait l'ortie pour frotter des rhumatismes. Vous prenez des paysans autrefois qui devaient faire les foins, ils se lèvent un matin, ils ne pouvaient plus bouger le coude. Bah, il faut le bouger quand même, hein, parce que le foin c'est maintenant que vous pouvez le ramasser. oui. Donc ils ne faisaient pas la chose quoi, ils attrapaient les orties, se frottaient un bon coup et puis c'est bon, le bras il rebouge et on peut travailler. Alors maintenant ils se mettent à l'assurance. Ah ouais mais à l'époque il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Je n'avais pas vu ça, j'ai même des orties. Alors il y en avait au tout début vers les toilettes. Il y avait des épinards au début vers les toilettes. Ah, Quand oui. on a démarré la balade, oui, derrière les toilettes, il y avait des épinards avec des orties. Mais je me suis pas arrêtée là, parce que ça sentait pas très bon. Oui. J'ai dit on va pas se mettre juste là à respirer cette odeur. Tu en avais autour de Et la après cabane de autour de la cabane, mais l'écuelle. tout le monde n'y est pas monté, parce que moi avec Ah, le moi, petit j'y suis groupe, pas on est allée. allé directement Parce se que mettre à j'avais l'ombre. déjà visité. Après l'ortie reste une plante que tout le monde arrive à reconnaître sans difficulté. Au pire quand vous avez un doute, vous mettez les mains dedans. Ouais, c'est ça. Si Hein. ça vous pique, c'est que c'est bien C'est l'ortie. ça. Hein. Mon frère, il m'a envoyé une photo, il me dit c'est de l'ortie, j'ai mis le pied dedans. Tu Bah verras. oui, voilà. Eh oui. Il ne faut pas avoir peur de se piquer. Il faut pas avoir peur de se piquer avec l'ortie. Et là, il n'y a pas d'ail des ours. Ici c'est trop sec. Donc, on n'en a pas vu, on a vu l'autre ail, l'aérocambole. Oui. Mais l'ail des ours, on est en zone trop sèche, ce qui fait qu'on n'arrive pas à en avoir. L'ail des ours, il aime les forêts humides, un peu ombragées. Il pousse. Là où on a la chance d'en trouver, c'est les zones où on trouve du muguet ou de la spirule. Oui, en bord de Dans le dévolu, rivière aussi. voilà. Dans le dévolu, il y en a beaucoup parce qu'on a la barre de Bayard. On a cette espèce de nuage qui fait toujours du brouillard sur les sommets du dévolu. Donc du coup, il y a de l'ail des ours. Dans le Champsaur aussi, ce qu'on appelle le Champsaur, le pot de chambre des Hautes-Alpes, ce qui pleut toujours dans le Champsaur. C'est le versant Isère du département. Alors il fait pas le même climat que Havars. Donc voilà, sur ces coins-là, vous avez de l'ail des ours. Mais dès qu'on vient par ici où c'est hyper sec, il se plaît pas. Ah, oui. Il se plaît pas. C'est bon, moi je le mange en salade. Ah oui, bah c'est délicieux. Hein. J'adore. C'est sûr Puis qu'on en j'en tombe fais dessus. sécher. Et oui, c'est très bon. Je l'écrase, je mets salade. Voilà, bah écoutez, sur ce, on peut se séparer ici. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis bonne cueillette et bonne dégustation si vous essayez certaines petites choses. Bah, merci à vous, c'est très intéressant. Donc on a vu une trentaine, donc sur une trentaine c'est 3. C'est 10%. Si vous en retenez 3 bien, c'est bon. En plus de celles que vous connaissiez déjà, forcément. Vous en connaissiez sûrement beaucoup. Mais en plus de celles que vous connaissez déjà, si on en garde 3 en mémoire, c'est pas mal.